Alors, une photo, à qui appartient-elle vraiment? Est-ce que c'est au photographe qui a appuyé sur le bouton ou à la personne qui est dessus? C'est une question qu'on se pose tout le temps, et franchement, c'est un vrai casse-tête. Mais on va démêler tout ça ensemble. Imaginez la scène, on est à un événement public, on sort son appareil et hop, on prend une photo géniale d'une personne. Super. Mais à qui appartient ce moment capturé? Au photographe? Au sujet? Eh bien la réponse, elle est loin d'être simple. En fait, il faut voir chaque photo comme un livre qui raconte deux histoires juridiques en même temps. Et pour vraiment comprendre qui a le droit de faire quoi, il faut lire ces deux chapitres. Alors c'est parti, explorons ça. Bon, commençons par le début, la première histoire, celle de la personne derrière l'appareil photo, le créateur. Et là, le mot-clé, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est une protection juridique. Mais attention, elle protège l'expression d'une idée, pas l'idée en soi. Pour être clair, tout le monde a le droit de photographier un coucher de soleil, ça c'est l'idée. Mais votre photo du coucher de soleil, avec votre cadrage, votre lumière, eh bien cette expression précise, elle est protégée. Pour qu'une photo soit protégée par le droit d'auteur, il y a une sorte de checklist en 3 points. Premier point, la fixation. L'œuvre doit exister quelque part sur un support. Une photo sur une carte mémoire, c'est parfait. Deuxième point, elle doit rentrer dans une des catégories prévues par la loi. Et enfin, le troisième point qui est super important, l'originalité. Alors voilà les grandes catégories, artistique, dramatique, littéraire, musicale. Une photo, c'est assez simple, ça tombe dans la catégorie artistique. Mais ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'une vidéo ou un film est considéré comme une œuvre dramatique au même titre qu'une pièce de théâtre. C'est juste une question de classification légale. Ok, revenons sur cette notion d'originalité, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. En droit, original ne veut pas dire créatif ou jamais vu. Ça veut dire que l'auteur a fait des choix, qu'il a exercé son talent et son jugement. Le choix de l'angle, de la lumière, du moment, tout ça, c'est l'empreinte de l'auteur. C'est ce qui fait la différence avec une image prise par une caméra de surveillance, qui, elle, est purement mécanique et donc non protégée. Quand on est l'auteur d'une photo, on a en fait deux types de droits, un peu comme deux casquettes. D'un côté, les droits patrimoniaux. Ça, c'est le côté business, le droit de vendre sa photo, de la louer, bref, de gagner de l'argent avec. Ces droits, on peut les céder. De l'autre côté, on a les droits moraux. Eux, ils sont attachés à la personne du créateur, pour toujours. C'est le droit d'être reconnu comme l'auteur, la fameuse paternité, et le droit de dire non si on déforme son œuvre. Et ça ne se vend pas. Et tout ça, ça dure combien de temps? La règle est plutôt simple à retenir. C'est toute la vie de l'auteur, plus 70 ans après sa mort. C'est long. Et seulement après cette très longue période, l'œuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Voilà pour le photographe. Mais on n'a raconté que la moitié de l'histoire. Maintenant, retournons la pièce et intéressons-nous à la personne qui est sur la photo. Quels sont ses droits à elle? Ici, on change complètement de perspective. On ne parle plus de protéger une création, mais de protéger une personne. Le droit à l'image, c'est une partie du droit à la vie privée. Ça veut dire tout simplement que chacun a le droit de contrôler comment son image est utilisée. Alors, la grande question, est-ce que ça veut dire qu'il faut demander la permission à chaque fois qu'on veut utiliser la photo de quelqu'un? Est-ce que c'est aussi strict que ça? Eh bien non, pas toujours. Il y a des exceptions et elles sont importantes à connaître. Le consentement n'est pas toujours requis. Par exemple, si la personne n'est pas reconnaissable, si elle est de dos ou trop loin, la question ne se pose même pas. Pareil, si la personne est juste un petit point dans une foule immense, son image est accessoire. Et puis, il y a le fameux droit à l'information. Pour un reportage d'actualité, ou quand il s'agit d'une personnalité publique dans un événement public, l'intérêt général peut l'emporter. Maintenant, quand il faut le consentement, il y en a deux sortes. Le premier, le meilleur, c'est le consentement exprès. C'est clair, net, précis. Un papier signé, un email, un accord verbal direct. C'est la voie royale. L'autre, c'est le consentement tacite. Là, c'est plus subtil. La personne pose, sourit à l'objectif, on en déduit qu'elle est d'accord. Mais attention, ce type de consentement est fragile et très limité à la situation. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la photo après. Ok, et c'est là que les deux histoires, celle du photographe et celle de la personne photographiée, se rencontrent et que ça devient un peu plus compliqué. Alors s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Ce n'est pas parce qu'on a la permission du photographe qu'on a la permission de la personne qui est sur la photo. Obtenir la licence du droit d'auteur ne donne pas le droit à l'image. Ce sont deux choses totalement séparées. Le plus simple, c'est de visualiser une porte avec deux serrures différentes. Pour l'ouvrir et utiliser la photo légalement, il faut les deux clés. La première clé, c'est la licence du photographe pour le droit d'auteur. La deuxième clé, c'est l'autorisation de la personne sur la photo pour le droit à l'image. Une seule clé ne suffit pas.
Bon, et si on décide d'ignorer tout ça? Si on force une des serrures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les conséquences peuvent être très, très sérieuses. Parce qu'on ne parle pas d'une simple amende pour mauvais stationnement. L'atteinte à la vie privée, ça relève du droit pénal. Concrètement, si on capte ou on diffuse une photo de quelqu'un dans un lieu privé, sans son accord, on risque gros. L'amende peut monter jusqu'à 45 000 €. Et ce n'est pas que financier, la peine peut aussi aller jusqu'à 1 an de prison. Oui, 1 an. Ça montre bien à quel point la loi prend la protection de l'image très au sérieux. Alors, pour résumer et pour s'y retrouver, il y a 3 règles d'or à garder en tête. Règle numéro 1, toujours demander la permission au créateur. Règle numéro 2, toujours obtenir le consentement de la personne qu'on peut identifier sur l'image. Et règle numéro 3, peut-être la plus sage, dans le doute, mettez tout par écrit. Un petit contrat, un email, ça peut sauver de bien des ennuis. Voilà, cette distinction entre le créateur et le sujet, c'est la base de tout. Mais tout ça, c'est en train d'être bousculé par une nouvelle révolution, l'intelligence artificielle. Quand une IA crée une image, qui est l'auteur? La personne qui a écrit le prompt, et si l'IA s'inspire de millions de visages pour en créer un nouveau, qui est le sujet? Ces questions sont vertigineuses et les réponses qu'on y apportera vont redéfinir complètement les règles du jeu.